Voilà, bonsoir, merci d'être présent, merci à de nombreux auditeurs qui nous regardent. Nous sommes là donc ce soir pour parler de culture. Et à mes côtés, il y a Anne Papillou, Christophe Gala et Isabelle Panatier qui vont se présenter tout à l'heure. On saura qui sont ces gens. Euh, nous avons participé à deux livres ou à deux actions, deux choses, le manifeste ou le livre Tumulte, qui sont sortis tous les deux au début de pendant la première pandémie. Vous vous souvenez, on se disait tous et toutes, les choses vont changer, les gens vont réfléchir, ça va être un monde nouveau qui va naître. Je ne sais pas s'il est prêt de naître actuellement. Hein. Voilà. Euh, Culture, vaste programme. Je mets la culture, bon, il y a le côté artistique des choses, l'art, mais la culture, c'est aussi la recette du papé vaudois, ou la culture, comme on dit, la culture d'entreprise. Je pense qu'on va surtout parler d'art et d'acteurs culturels. Moi, je propose surtout d'essayer de rester au ras des pâquerettes si on a des solutions pratiques ou des choses pratiques à dire, c'est ça, je pense que c'est important. Les pâquerettes sont de l'art. C'est de l'art, d'accord. Bon, merci, Christophe. J'ai deux questions au départ, enfin deux, qui vont peut-être fâcher, je ne sais pas. Quand on dit qu'il faut sauver la culture, est-ce qu'on ne veut pas plutôt dire qu'il faut sauver l'industrie et les acteurs culturels du spectacle? Première chose. Et puis, depuis un an que le, les actions culturelles sont à l'arrêt, sont bâillonnées ou sont en sommeil, on s'aperçoit qu'on vit encore. Est-ce qu'on a vraiment besoin, si j'étais de droite ou d'extrême droite, je dirais, est-ce qu'on a vraiment besoin de culture pour vivre? Voilà, pour me rattraper de ces deux questions qui sont un petit peu qui fait l'avocat du diable, je vais vous raconter une petite histoire à propos de la culture et de comment on considère souvent les choses culturelles. Il y a quelques années, j'ai reçu un mail de quelqu'un d'une petite ville du bord du Léman je venais de sortir un bouquin et le gars me dit, écoutez, on est une petite association culturelle, il faudrait que vous veniez un soir parler de votre livre. Je dis, ok, d'accord, ça peut se faire, je le fais de temps en temps, mais je lui fais remarquer que écrire ou chanteur, c'est mon métier, donc je dis, est-ce que vous avez quelques sous? Il me dit, ah non, non, c'est un acte culturel, il y a pas d'argent. Je dis, ah bon? Oui, une fois, on a payé une fois un écrivain genevois parce que c'était quelqu'un d'important, mais on peut vous payer votre déplacement depuis Sainte-Croix, on peut vous donner 50 francs. Je dis, ah bon, d'accord. Puis il insiste, je me dis finalement, allons-y, soutenons la culture. Et quelques jours avant l'événement, je reçois un petit papillon qui annonçait cette soirée, et c'était marqué entrée 10 francs. Alors j'ai dit, j'envoie un mail au gars en m'étonnant, écoutez, c'est quand même bizarre, moi je ne suis pas payé, puis vous faites payer 10 francs. Il dit, ouais, mais il faut payer la location de la salle, le pompier de service, la location de la sono, puis on va offrir un petit verre, donc ça coûte des sous. Alors j'ai répondu que je trouvais bizarre que l'essentiel, la culture, ce qui était culturel, ça n'avait pas de valeur pour lui, mais que par contre on payait tous les à côté. Et c'est, je crois, une chose qui nous arrive de temps en temps, une chose pareille. C'est-à-dire la culture génère des profits et de l'économie, mais par contre souvent on ne la paye pas à sa juste valeur. Voilà. Culture, je voulais juste vous dire deux choses qui, pour moi, sont des choses culturelles et qui sont importantes, parce que j'ai remarqué Christophe dans son intervention, la parle de poésie, et moi, il y a deux phrases qui me remplissent de bonheur et qui m'habitent depuis mon adolescence, c'est deux phrases de Nikos Kazantzakis qui dit « Vivre pour l'arbre, c'est prendre de la boue et en pétrir des fleurs. » À mon avis, c'est de la culture et ça fait du bien. Et la deuxième phrase est aussi de Kazantzakis. Il dit, j'ai dit à l'amandier,
Frère, parle-moi de Dieu, et l'amandier a fleuri. Voilà. Je passe la parole à Anne Papillot qui va se présenter, dire qui elle est, et puis ben, nous raconter son boulot épouvantable, terrible. Pas épouvantable, mais très pénible actuellement. Ouais. Vas-y. Bah, merci Michel. Donc moi je m'appelle Anne Papiou, je travaille pour le syndicat suisse romand du spectacle qui regroupe les professionnels du spectacle vivants et enregistrés en Suisse romande. Et puis bah, comme tu le disais, c'était une bonne accroche au moment où on a discuté et puis rédigé pour finir ces petits textes au début. C'est vrai qu'on était un peu dans ce moment où on se disait que cette crise, ça pouvait être aussi l'occasion d'un un peu mieux. Puisque dans le fond, c'était un peu le coup de sac au loto. Donc on se disait, voilà. Et puis, bah, de mon point de vue, le problème maintenant, c'est qu'on est dans une crise qui dure. Ça fait une année. Euh, pour ma part, je continue à penser qu'il y a quelque chose de mieux qui va sortir. Le problème, c'est, comme on le dit, on a réuni récemment. C'est une des actions qui me touche beaucoup dans un joli sens. On a réuni un espèce de collectif informel avec les restaurants et les clubs de nuit, les lieux festifs de nuit, sous un hashtag Elle est où la sortie? Parce que c'est effectivement un peu ça maintenant. Elle est où la sortie? Ça commence à être long, une année de cette crise perpétuelle. Alors, ce qui nous a permis de tenir, je pense, c'est justement le fait de travailler en collaboration avec les autres associations des autres secteurs culturels. On est vraiment hyper liés, on se soutient énormément parce que c'est vrai que c'est long. Et puis surtout, je pense pour les acteurs culturels et les artistes, ce qu'il y a de plus terrible, c'est cette espèce de répétition sans arrêt on voit la lumière est au bout du tunnel. Ah non, le bout du tunnel s'éloigne. Donc tout le monde est très très usé, je pense, par cette crise. Puis pour répondre, disons, à la question que tu lançais, dans le fond, est-ce que vraiment la culture est si essentielle puisque ça fait une année qu'on vit sans culture? Alors d'abord, je pense que c'est partiellement vrai parce que pour ma part, j'ai beaucoup lu, par exemple. Et c'est aussi de la culture. Enfin, la culture se réduit pas à la culture qu'on partage ensemble, même si c'est une part importante. Et puis dans le secteur dans lequel je travaille, une part primordiale de ce moment qu'on partage ensemble. Mais c'est comme ça fait une année quasiment qu'on vit sans restaurant, qu'on vit sans possibilité d'aller voir des concerts dans des clubs ou de danser dans une boîte toute fermée où il n'y a pas d'aération. Voilà. On vit depuis une année sans ça. Et puis ce qu'il y a de sûr, c'est que ça fonctionne. Quant à savoir si c'est vraiment la vie, alors pour ma part, je dois dire que je signe pas pour 15 ans comme ça. En tout cas, avec le masque et rien, à part le boulot. Et même si j'adore lire, mais disons, quand l'univers se réduit au masque, au boulot et au livre, c'est vrai que c'est quand même pas. Donc c'est vrai que la culture s'est pas arrêtée. En plus de mon secteur, les gens travaillent. C'est-à-dire qu'il y a des pièces de spectacle qui se montent, il y a des groupes de musique qui travaillent, qui sont en train de produire leur prochain disque. Il y a des films qui sont en train de se tourner. Le problème, c'est qu'il y a on n'a plus de perspective pour le moment où la culture qui a été créée pourra se partager avec aller à la rencontre du public. Et ça, c'est extrêmement déprimant. Mais je pense qu'il y a la preuve que quand même ce coup de sac a pu apporter quelques petites choses bénéfiques. C'est que dans ce débat qu'on a vu à l'époque, une des pistes que je suggérais, c'était cette espèce de revenu de base pour les artistes et acteurs culturels, puis qui paraissait quand même un peu hors sol. Et puis en fait, il y a quand même un des plus gros cantons de Suisse, ou peut-être le plus gros, je ne suis pas super forte en géographie, mais il y a Zurich, le plus peuplé, peut-être, qui vient de ce. Donc il y a eu un conflit assez fort entre le canton de Zurich et sa ministre de la Culture, Jacqueline Fer, avec l'Office fédéral de la culture, parce que Jacqueline Fer a voulu introduire comme moyen de compensation pour cette crise, avec l'argent qui a été mis en place par la Confédération et les cantons, un espèce de revenu de base pour les artistes et acteurs culturels. Donc sortir de la logique de on doit vous prouver qu'on a perdu 250 francs pour dire ben voilà, ça dure, tout le monde touche 3840, je crois que c'était
son chiffre à Zurich. Ça a été interdit par le Conseil fédéral et l'Office fédéral. Madame Chassot de l'Office fédéral de la culture n'a pas apprécié. Donc, Zurich n'avait plus le droit de le faire, mais il y a le canton de Bâle qui l'a fait sur son propre argent. Le canton de Vaud vient de lancer des bourses qui ont été, entre guillemets, offertes à 400 acteurs culturels qui leur permet aussi d'avoir un revenu, grosso modo, pendant 3 ou 4 mois. Le canton du Valais l'a fait, le canton de Genève vient de le faire. C'est-à-dire qu'il y a quand même disons, des idées qu'on avait qui paraissaient farfelues, qui, compte tenu de la longueur de la crise, commencent à émerger. Et je pense que si on arrive à s'agripper avec nos petits doigts assez longtemps pour qu'on tienne jusqu'à la sortie, il y aura des choses sans doute de positives qui sortiront de cette crise. Mais par contre, je crains qu'il y ait beaucoup d'acteurs culturels, beaucoup de restaurateurs, beaucoup de gens qui travaillent dans l'événementiel, qui travaillent dans justement ce qu'on appelle disons le monde de la nuit, des lieux festifs de la nuit. Là, on aura beaucoup de gens qui seront restés sur le bord du chemin. Ça, c'est effectivement la grosse crainte que j'ai actuellement. Voir le bout du tunnel, moi, je ne sais plus qui disait ça, il disait, quand vous avez le sentiment d'être dans un tunnel et que vous apercevez une lumière devant vous, méfiez-vous, assurez-vous que ce n'est pas un train qui vient en sens inverse. Donc, attention. Pratiquement, tes journées, ça se passe comment? Tes contacts, comment ça se passe avec les artistes, avec les techniciens du spectacle, des choses comme ça? Bon, on a d'abord énormément de séances parce qu'en fait, cette crise, elle a permis aussi au monde culturel de plus travailler ensemble. Donc, on a beaucoup de séances, bon, tout par Zoom. En fait, c'est la première fois depuis une année que je suis avec autant de gens dans une salle. Donc, en fait, ma vie. T'as peur? Non. Mais ma vie, c'est des Zooms depuis le tabouret de ma cuisine, puisqu'en plus, le syndicat, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus de locaux par manque de moyens. Donc, en fait, on fait des Zooms. Et puis, alors, on fait des permanences juridiques parce que on a eu aussi, de fait, mon activité, elle s'est aussi beaucoup tournée vers les petites entreprises culturelles, parce que c'est vrai que dans ce mécanisme, les différents mécanismes d'aide qui ont été mis sur pied par la Confédération, entre les RHT, les APG, les compensations, enfin rien que les noms, c'est un peu barbare, mais en vrai, c'est des tonnes de formulaires, personne n'y comprend rien, donc on a aussi beaucoup développé des systèmes d'aide, donc je passe ma vie en Zoom ou au téléphone, j'ai une oreillette greffée de mon oreille. Et puis, je fais comme beaucoup de mes collègues, on fait toujours tout en même temps. Ça veut dire on répond à une demande tout en faisant à manger d'une autre main, puis en poussant la lessive de la troisième, et en promenant le chien avec les cheveux. Donc voilà. Mais en même temps, il y a une grande solidarité. Ça, je pense que c'est vraiment énorme. Si on n'avait pas eu cette task force culture romande, qui regroupe vraiment les principales associations de Suisse romande dans le domaine de la musique, du cinéma, du théâtre, de la technique, vraiment, si on n'avait pas eu ça, je pense qu'on aurait on n'aurait pas tenu. Parce que ça a été, puis on a fait un énorme travail avec les politiques pour parce qu'on a dû se transformer en juristes, lobbyistes pour aller toutes ces ordonnances fédérales. Donc il y a eu un énorme travail aussi en direction des politiques et de la presse. Mais c'est vrai que c'est long, puis surtout, ce qui est très pesant, c'est qu'il y a vraiment une tristesse de plus en plus grande, parce qu'en dehors du fait que financièrement, pour l'instant, disons, pour la plupart des gens, contrairement, si je reprends l'exemple de la restauration, chez nous, il n'y a pas d'entreprise, à part certaines entreprises qui sont dans un monde culturel qui est presque pas subventionné. Par exemple, l'événementiel, vraiment les entreprises de prestation de services, où il n'y a pratiquement pas ou bien justement les clubs qui ne sont pas les clubs de musique ou les boîtes de nuit qui ne sont pas du tout subventionnés en Suisse ou quasiment pas. Certains pourraient être au bord de la faillite, mais dans la culture qu'on appelle cultivée, le théâtre, la musique, l'art lyrique, personne ne va être en faillite puisqu'il y a un soutien public important, heureusement, en Suisse romande. Les plasticiens, c'est un petit peu plus difficile. Les plasticiens aussi, ouais. Effectivement, disons, ils n'ont pas d'entreprise. Ouais. C'est pas pour dire que leur situation n'est pas difficile, ouais. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas se comparer à la situation des restaurateurs, par exemple, dont certains sont vraiment, ou d'autres commerçants, hein,
Mais par contre, il y a beaucoup de gens, bah, notamment, alors ça c'est tout à fait juste ce que tu dis, dans ces gens qui étaient des espèces de semi-indépendants, de faux indépendants, puis qui jonglaient avec plein de petits mandats, comme les plasticiens et plasticiennes, ben là, souvent, ils ont eu quasiment zéro aide. Ouais. D'où l'importance de l'initiative zurichoise. Ouais, c'est tout à fait juste. Parce que ceux qui n'étaient pas salariés, c'est ceux qui se sont retrouvés le plus dans la panade. Ouais. Ouais. C'est quand même propre à la culture, enfin beaucoup de professions culturelles. Faut pas être salarié. Enfin, moi, les gens que j'ai côtoyés Voilà. dans ma ville, on avait beaucoup de gens qui, voilà, le plasticien qui arrivait avec il faut exposer, il faut travailler pour vivre. Quoi. Là, il n'y a plus rien. Voilà. Ouais. D'accord, eh bien, la dame qui vient de prendre la parole, à qui j'allais passer la parole d'ailleurs, c'est donc Isabelle Panatier qui va nous expliquer qui elle est, d'où elle vient, où elle va, etc. Oh là là, ouais. Moi, j'ai dirigé pendant 11 ans, j'ai passé 18 ans à la Ferme Asile, un centre artistique à Sion, que j'ai dirigé pendant 11 ans, et puis j'ai arrêté il y a une année. Et depuis, je travaille sur un projet qui va devoir, enfin voilà, on travaille, on ne sait pas si on pourra le faire. Ça s'appelle Nature au sommet, ça fait partie de Cirque au sommet. On ne sait pas justement si on doit l'inventer pour 5, 10, 15, 50, 150 personnes, on n'en sait rien, ou 500. C'est assez compliqué. L'idée, et c'est en ce sens-là que moi ça m'interpelle tout ce qui s'est passé pour le monde de la culture, c'est de rassembler des gens. Moi j'ai beaucoup organisé des cafés philo où on questionnait, on réfléchissait. Je pense que c'est une des missions fondamentales de la culture, de réfléchir ce monde, de l'interroger, puis que les artistes aient cette place. Alors on a un peu plus de visibilité, puis probablement plus de solidarité, comme tu le dis Anne, maintenant avec tout ce qui s'est passé, ça a généré ça de positif. Mais moi, j'ai des inquiétudes parfois sur la perception de la culture dans le public par une culture de divertissement. Et la culture, c'est bien plus que ça. On a vraiment un rôle à... Enfin, je trouve que les artistes ont un rôle fondamental dans nos sociétés maintenant et qu'on doit prendre à tout prix et mettre en valeur. Et tout ce rôle de transgression, de questionner le monde, d'avoir une vision pour le monde, de déranger sur quel monde on veut, questionner le monde. On a fait ce bouquin sur un rêve d'un monde d'après. Il est toujours pas là, il est plutôt mal barré, je pense, vraiment, on ne dirait pas que ça va se faire, mais je pense que les artistes, ils ont déjà cette vision, ils ont quand même souvent ce pas en avant, ce pas de côté qui permet de regarder le monde autrement, et ce rôle, il est fondamental, et moi j'aimerais bien que la société soit en manque de culture, mais aussi de cette culture-là, et puis que les artistes investissent vraiment ce rôle-là, on dérange ce fonctionnement, parce qu'il faut quand même interroger pourquoi on en est là. Pourquoi on en est là, pourquoi on a cette pandémie, pourquoi on a ce système économique, quels sont les choix. Et ça, je pense que les artistes, ils sont vraiment à même de le faire et qu'ils doivent le faire. Mmh. J'ai relevé deux choses dans tes textes. Tu dis qu'une société fonctionne mieux quand l'art et les artistes y ont leur place. Je trouve ça. Mais fondamentalement, et puis bon, on voit le slogan non culture, non futur, et je pense que on n'a pas assez entendu jusqu'à présent les artistes. On a un monde qui est dirigé par les économistes et les politiques. C'est voilà, c'est essentiel dans une démocratie, j'en conviens. Mais qu'un artiste qui réfléchit le monde et puis qui met le doigt sur ce qui dysfonctionne, ou qui nous aide à regarder un peu plus loin ou regarder autrement, ou qui a cette liberté de dénoncer, de dire, de bousculer, pour moi c'est essentiel. Et je m'inquiète un peu justement de cette culture qui se réduit un peu une culture de divertissement, souvent, enfin qui est un peu trop souvent perçue comme ça. Dans le livre Tumulte, là, tu fais une lettre très poétique, je trouve, à ta nouvelle petite fille, Alicia. Ouais. Je trouve ça très, ouais, c'est très beau, très émouvant. Et puis justement, tu parles de ce monde qui ne change pas, des politiques qui restent les mêmes, qui restent en place. Et j'entendais l'autre jour à la télévision une personne qu'on voit à peu près 3 fois par semaine à la télévision, c'est Montermo, le vice-président du PLR,
qui disait heureux, quasiment, mais finalement, vous savez, le système a résisté, le système a, donc c'est la preuve que c'est un bon système. Et la question que j'avais envie de lui poser, c'est de dire, mais à quel prix est-ce que le système a résisté? À quel prix? Tu nous parlais tout à l'heure de copains qui sont en burn-out, de gens qui se suicident, il y a les affis, le personnel médical qui est à bout de souffle. À quel prix est-ce qu'on a traversé ça? Et ceux qui nous ont mis dans qui nous ont conduits à ça, restent aux commandes. Ils n'ont pas changé, ils n'ont pas fait un mot C'est ça, ils justement, n'ont pas dit parce que... excusez-nous, on s'est trompé, non, tout va bien. Ouais. Voilà, le système résiste, mais est-ce qu'on veut garder ce système? Pourquoi? Parce qu'on n'est quand même pas arrivé là par hasard. Donc moi, j'aimerais bien qu'il y ait des choses qui dysfonctionnent, enfin, mis à part qu'il y a des conditions de vie dramatiques qui sont actuellement, mais qu'on réfléchisse à d'où vient ce problème. Raphaël Arletta et bien d'autres de Nimbo l'ont dit, on doit interroger notre milieu, notre manière de fonctionner. On a demandé à la culture de se transformer, hein. Et les artistes, ils n'arrêtent pas de se transformer encore et encore. Mais est-ce qu'on demande aux économistes, aux politiciens de se transformer? Moi, j'aimerais bien. Ouais. Merci, merci. Alors, au milieu entre ces deux beautés, il y a Christophe Gala qui est aussi un jeune garçon. Ah, tu t'es rattrapé. On rattrape, hein. Alors, Christophe Gala qui va nous se présenter, et puis après, il nous raconter. Alors, j'écris depuis longtemps. D'une part des bouquins qui sont des bouquins de récits courts ou même des livres pour enfants. Et puis, sinon, je me répands, c'est un supplice du robinet pour les lecteurs, c'est-à-dire les petits textes qui reviennent régulièrement, qui sont des chroniques dans des journaux ici, comme le Matin Dimanche, ou bien ça s'est passé à l'IP ou dans différents journaux. Alors, c'est mon travail, voilà, qui consiste en gros à valoriser mon inculture, c'est-à-dire l'intervalle qui sépare les rares choses que je sais, mais j'essaie de faire des raisonnements sophistiqués pour faire tenir l'édifice. Alors, pour intervenir dans la discussion, je trouve que ce qui est important, en tout cas pour moi, de distinguer, c'est quelque chose qui part d'une citation de Godard, qui dit il y a les arts et il y a la culture. La culture, c'est la règle, les arts, c'est l'exception. Et la règle de la culture est de détruire les arts. À partir de là, je me risque dans une définition, disons, syndicale, telle qu'elle s'est développée jusqu'à maintenant, de la culture, et puis une définition fondamentale. Pour moi, si on s'en tient au fondamental, la culture devrait être subversive. Si on s'en tient au syndical, elle n'est pas forcément subversive, parce qu'elle occupe des gens qui sont, comme peut-être certains des plasticiens qui ont été évoqués, qui ont trouvé un créneau où leur émotion peut s'exprimer, où ils sont en rapport avec le public, c'est-à-dire qu'ils existent comme protagonistes d'un domaine, mais ils ne vont jamais bouleverser ou aboutir à virer le cher Nantermont que tu mentionnais tout à l'heure, par exemple. Et si on distingue cette culture-là de ces artistes-là qui sont moteurs, critiques, contestataires, comme Isabelle l'espère de la plupart d'entre eux, eh bien, ça fait une grande différence. Et pour moi, je reprends là tes deux questions que tu disais, faut-il sauver la culture, et puis on vit encore. Alors je trouve que ce qu'il faut sauver de la culture, c'est vraiment ce qui ferait bouger le corps social, le corps politique. Mais le reste, on pourrait le laisser tomber, ça ferait peut-être pas mal de monde. Hélas, pour eux, mais pas hélas forcément pour la cause. Qui va choisir? Qui va déterminer? Moi. C'est toi. C'est mieux que lui, je pense, pour les membres de mon syndicat. Mais... ça, c'est une part de la réponse. Je trouve que ce qu'il faudrait sauver,
puis, si on vit encore, malgré l'absence et la suspension de la culture, ce que tu évoquais tout à l'heure, si on vit encore aujourd'hui, c'est notamment, et ça illustre un peu ce que je viens de dire, c'est qu'il y a une bonne part de ce qu'on peut appeler tristement, mais quand même, il s'agit aussi parfois d'une consommation, quand cette culture est justement inerte comme pouvoir subversif. Eh bien, on s'est réfugié, ça a été Netflix, ça a été la télé, ça a été les trucs, ça a été des consommations culturelles qui sont là à l'orée de la diversion, de la posologie antidépressive, de l'évasion virtuelle du confinement. Et moi, ça ne m'intéresse pas tellement comme culture. Mais bon, ça a un rôle social, et puis je ne vais pas non plus détester mes contemporains ou me manifester comme étant supérieur à eux. Mais je trouve qu'il faudrait distinguer tout ça avant de causer, ou en causant. Et il est possible que la culture malmenée soit le lieu d'une sorte de sélection naturelle dont, je le rêverais, ne subsisteraient que ceux qui approfondissent leur travail et qui deviennent alors de cultureux, entre guillemets, des artistes, comme je les ai définis en fonction de Godard tout à l'heure. Ça serait mon rêve. Ça pourrait être un des après-Covid possibles. Parce que, okay, j'enchaîne, on a parlé d'environnement, on a parlé de la nature. Il faut voir qu'en parallèle à ces débats culturels que nous avons, la destruction du monde naturel se poursuit. Et même que d'aucuns seraient jusqu'à qu'elle reprenne de plus vilaine, j'ose pas dire plus belle, mais de plus horrible. Et je trouve que les artistes subversifs, mais c'est peut-être une thèse, mais je le vois quand même illustré par pas mal d'exemples, illustrables aussi, sont très proches de la nature. Tu lisais Kazantzakis, il exprime de superbes idées à partir d'un amandier, à partir d'un arbre. Et là, je peux raconter une anecdote, c'est que quand j'étais petit, je me promenais, j'ai grandi à la campagne, enfin si on appelle ça grandir, mais ça se passait à la campagne, je me promenais dans une petite forêt, puis un jour, au printemps, mais j'avais peut-être 7-8 ans, je vois une feuille verte qui transperce les feuilles mortes, tomber l'automne d'avant. Et puis ça m'a fait, ça m'est resté, ça, je me suis dit, mais c'est quand même comme tricot d'apparente contradiction, c'est quand même extraordinaire. Voilà. Parce qu'ensuite on ressasse un peu mélodramatiquement, mais la vie pousse sur la mort ou à travers la mort. Et puis des années plus tard, j'ai regardé une sculpture de Tinguely qui est faite comme on sait de déchets, de choses qualifiables de mortes, qui sont des vestiges de la mort industrielle, mais mis en mouvement par une roue, ou par un mouvement qui est perpétuel ou pas, ou auto-explosif. Et puis je me suis dit, mais ma petite image de la feuille verte, c'est la roue qui met en route la mort de la ferraille. Et c'est parce que je me suis inspiré de la nature que j'ai compris cet art-là de Tinguely. Et je pense que c'est ce genre de choses qu'il faut essayer d'éprouver ou de repérer chez ceux qui créent, par exemple, parce qu'à ce moment-là, on porte aussi secours à l'environnement, peut-être, parce qu'on le chante comme Kazantzakis l'a fait tout à l'heure, comme je le dis à propos de Tinguely. Et si la crise culturelle aboutit à une sélection de gens qui brassent ça fondamentalement, ben merci à crise. Je me juste pour rebondir sur ce que tu dis, c'est en ce sens-là aussi que la culture elle est essentielle parce qu'elle permet à nos âmes de raisonner. Et puis peut-être que si on arrivait dans nos collectivités à amener un peu plus de ces attentions au monde, comme tu la racontes avec cette petite pousse au milieu des feuilles mortes, et de faire des liens. Enfin, si la culture, si l'art peut permettre ça, je pense que notre société va fonctionner mieux parce qu'on est pris dans des tourments et dans des fuites en avant. Et peut-être qu'une œuvre d'art nous permet un temps
nous permet ce temps d'arrêt, cette résonance entre l'œuvre, nous et le monde. Et nos âmes, elles ont besoin d'être un tout petit peu Pour nos âmes, nourries ces depuis la temps-ci. scène sociale et politique. Anne, j'ai vu que tu prenais des notes pendant que Christophe parlait. Parce qu'en fait, bon, moi, je suis pas du tout artiste. Hein. J'ai même moi zéro non. fibre artistique. J'ai pas de talent, disons, à part celui de me battre. Mais en t'écoutant, ça me faisait penser à la phrase de Breton, la beauté sera convulsive ou ne sera pas. Je crois pas. Moi, je crois pas que l'art est subversif ou n'est pas, ou que l'art est essentiel, la culture est essentielle. Mais disons, pour ma part, je considère comme de la bonne culture ou du bon art en fonction d'où on parle. Hein. Puis c'est clair que c'est pas la même culture que les gens qui vont voir, je sais pas, certains grands concerts de masse ou des comédies musicales. Pour ma part, je suis pas capable de dire qu'une chose vaut mieux que l'autre. Une chose me ressemble plus que l'autre, mais je trouve que les gens qui aiment écouter Céline Dion, ils ont le même droit que moi d'avoir leur culture, si tu veux. D'abord, tu décrètes qu'elle est inerte au sens. J'ai pas dit inerte. Je la connais pas beaucoup, mais je pense qu'elle est pas très subversive. Oui, mais ça sert à quoi de voir ou de consommer ou de lire quelque chose qui te ressemble? Parce que Mais c'est ce que tu fais tout le temps. Alors c'est ça que je reproche au discours Non. sur la culture essentielle. non, C'est que ceux qui parlent de quelle culture devrait rester essentielle ne parlent que de la culture qui est la leur, Non. c'est-à-dire celle qui est subversive, par Mais exemple. le simple fait de vivre, c'est une scoliose. Il faut se faire masser pour que ça change. Ouais, mais si toi tu cites Godard, c'est pas pour rien. Je veux dire, on aurait tous la même culture qu'on aime, grosso modo. En gros, si on faisait la liste de ce qui devrait rester après la crise ou pas, on aurait la même liste plus ou moins. Et c'est pas pour rien, parce qu'on est tous dans ces livres-là. Et puis dans ces livres-là, d'ailleurs, j'ai pas vu beaucoup d'artistes qui ont écrit. Par ailleurs, hein, tout le monde les trouve essentiels, mais il n'y en a pas beaucoup. Puis parce qu'on appartient au même monde, celui qui aimerait mieux que le monde d'après ne ressemble pas au monde d'avant. Mais malheureusement, pour côtoyer beaucoup d'artistes, je peux vous dire, artiste n'est pas égal de gauche progressiste. Mais non, Il y a plein d'artistes. j'ai pas dit qu'il s'agisse Ouais. ça. Ça peut être un artiste qui travaille la formulation, c'est-à-dire quand tout d'un coup Picasso peint comme il l'a, enfin, après les périodes de coloré, disons, bleu, jaune, non. Mais quand il démonte les silhouettes et qu'il articule les visages, comme il fait Guernica, alors qu'il transforme la vision qu'on a, et sous un cheval qui se dresse, où des gens croiraient que c'est tiré du concours hippique de Genève, eh ben c'est au contraire la douleur de la guerre. Et c'est une déformante qui a montré ça. C'est ça la transformation. Il y a une chose qui m'inquiète un petit peu dans ce que tu as raconté, c'est qu'à un moment donné, tu as parlé de sélection naturelle. C'est-à-dire que il y a les gros qui vont survivre et Non. les petits qui vont crever. Non, C'est un vieux débat. Les bons. Non, mais c'est pas... Qu'est-ce que les bons? Qui Ah, va bah, moi- décréter que oui, mais tel est digne de vivre et pas l'autre? J'inscrivais ça dans ma définition. Ouais. C'est pas les gros contre les petits, surtout pas. Ouais. C'est les immobiles ou les confirmants et de l'autre côté les bougeants, ceux qui bougent, ceux qui font bouger. Ouais. Ça peut être un minuscule contre un gros. Souvent les gros d'ailleurs sont institutionnalisés parce qu'ils sont assez immobiles et puis qu'ils cautionnent le truc, puis c'est à moitié de la diversion. Surtout pas une question de taille, mais une question de pouvoir utilement, positivement toxique. Ça peut être tout petit, ça peut être une seule toile de quelqu'un qui tout d'un coup te fait voir le monde autrement. Encore faut-il qu'elle soit accessible. Ah ben, Que le public puisse voir cette unique toile de quelqu'un Ouais. et que l'artiste il ait accès, qu'il puisse être visible. Ben, bien sûr. Et puis que non seulement que cet artiste soit visible à un endroit, mais que le public soit touché, que le public vienne, que le public soit Ah ben il faut des disposé médiateurs. à se laisser bousculer ou pas. Alors les médiateurs font sans doute partie de la culture, ça c'est très bien. Mais c'est sans Les doute. médiateurs vont Pourquoi choisir qui vont représenter, qui vont. Je pourrais encore souscrire à ton idée si la culture n'était pas massivement financée par de l'argent public. Non, je peux, ok. Je peux éventuellement souscrire, mais de mon point de vue, je trouve normal que la culture soit soutenue par l'argent public. Donc vraiment, je trouve que c'est un bien commun, la culture, donc je suis pour.
Mais à partir du moment où c'est financé par les impôts de tout le monde, c'est quand même ça la réalité, moi je ne vois pas pourquoi on ne devrait pas offrir aussi un petit bout de culture qui va à tout le monde. C'est-à-dire que si des gens aiment mieux Céline Dion dans Les oreilles qui sifflent que Godard, bah peut-être on le regrette toi et moi, mais après tout, s'il y a de l'argent public qui va financer les artistes, les créateurs culturels, les lieux qui permettent à des gens de voir, voilà, d'être en contact avec la culture, je pense que c'est compliqué de décider de façon, comme tu disais, qui va décider ce qui a droit. Non, non, mais bien sûr, mais il y a déjà, le domaine culturel fait déjà le lieu de décision. Oui. Eh ben, elles sont pas forcément plus fondées que celles que... Non. Mais elles vont plutôt déjà dans le sens que tu veux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'argent qui va, par exemple, je prends l'exemple que je connais bien de cette crise. Les clubs de musique actuelle, c'est-à-dire les endroits où on va voir des groupes de musique de gens qui jouent du rock, du indie, du pop, voilà. La Pharmazie, on était un. Voilà. Voilà. Eh ben, c'est les lieux qui ont le plus de public de tous les lieux de spectacle vivants, de la culture où on va ensemble, qu'on consomme entre guillemets ensemble. Et c'est les lieux qui ont le moins de subventions publiques. Ça veut dire que pour 1 franc d'argent public, j'avais fait une fois la proportion. Tu as par exemple, je ne sais pas, pour 1 franc, j'invente, un spectateur d'art lyrique, 5 spectateurs de danse contemporaine, 10 de théâtre et 200 de musique actuelle. En fait, il n'y a presque pas d'argent qui est mis là-dedans. Mais pourquoi? C'est parce que c'est de la culture non cultivée, entre guillemets. Ce n'est pas celle qui est reconnue. Et moi, je trouve que ça pose problème parce que c'est fait avec l'argent de tous ces gens qui... donc, pour ma part, j'ai plutôt une vision de retourner parce que ce qu'on a soutenu quand même... Alors après, ils ne sont pas tous subversifs. Là-dessus, je te rejoins. C'est pas forcément ceux qui ont beaucoup d'argent ne sont pas forcément subversifs. Non, mais je pense qu'il y a 2 niveaux de discussion dans ce qu'on est en train de dire. Parce qu'il y a, oui, la défense des artistes, les défenses financières, et puis il y a la perspective des bouquins dans lesquels on s'est inscrit, où on veut quand même réfléchir ce monde et comment essayer de faire en sorte qu'il aille mieux, quoi. Et puis les artistes, quelle place on leur donne pour ça, comment on les aide, comment on les laisse aller dans ce monde-là. Mais alors après, qui doit venir ou qui va venir dans ce mouvement-là aussi. Mais enfin, je trouve que oui, les lieux, moi j'ai assez vu ça à la ferme, même les expos d'art contemporain, combien c'est difficile à trouver de l'argent, et tu t'en sors pas, quoi. C'est vraiment des galères d'économie surtout, c'est très compliqué. Mais moi je crois que en tant qu'acteur culturel, je vais prendre un grand mot pour nous englober. Actrice. Auteur, actrice. Bien sûr. On a un rôle à jouer et puis enfin en plus qu'un rôle, je trouve on a une responsabilité. C'est dans tu parlais de ma petite fille pour qui j'ai écrit ce texte parce que enfin qui a été le déclencheur de ce que j'ai écrit. Moi je me suis dit elle arrive dans ce monde-là et puis moi qu'est-ce que je peux faire pour que ce monde aille mieux, qu'est-ce que les artistes peuvent faire et puis comment on fait pour que les artistes soient entendus pour que ça fonctionne autrement. Comment on fait ça? Je ne sais pas. Mais c'est un des problèmes parce que tu parlais de l'argent public, en effet, enfin versé par le contribuable, et ça exerce une sorte de chantage au caractère émoussé, souvent, des soutiens artistiques. C'est-à-dire que quand des contribuables veulent du spectacle ou des œuvres, c'est souvent pour se conforter dans une sorte d'admiration la plus grégaire possible de trucs assez facilement bientôt qualifiables, pas de chef-d'œuvre, mais de dénominateurs communs de l'admiration, comme ça, mais pas forcément des choses pointues. Et les politiciens qui gèrent ces budgets donnés par le peuple qui aimerait ça, ils sont coincés parce qu'eux sont peut-être aigus, puis ils aimeraient faire des choix, pour employer ce vilain mot de sélection, des sélections plus rigoureuses avec l'appui de gens comme Isabelle au poste où elle était,
jusqu'à l'année passée, et ils sont coincés, et ils sont presque sommés d'être en état d'arriération qualitative, sélective, parce qu'ils doivent plaire aux contribuables qui ont donné leur franc. C'est compliqué comme position. Je crois, si vous permettez, je crois qu'on est tous les quatre, on fait partie de ces artistes ou de ces acteurs culturels qui avons envie que les choses changent. Ça me paraît évident, c'est sûr. Comment faire pour que les choses changent, pour que Alissa ait un monde meilleur demain? Je ne sais pas. Mais n'oublions pas que, on parlait de culture en général, mon papa était membre du Yodeler Club de Sainte-Croix. Oui. C'est la culture, je suis désolé. La culture aussi. Mais parce que c'est aussi un des rôles de la culture dont on sent le manque maintenant, c'est tout ce rôle de lien. De lien, ouais, des gens, c'est sûr. C'est Ouais. la culture qui permet ces liens entre les gens, que les gens se retrouvent, que les gens partagent des moments d'émotion, de joie ou d'interrogation Ouais. ou de rire. Et ça, c'est fondamental. Il y a deux choses que j'ai retenues, entre autres, dans le texte de Christophe, qui est remarquablement fourni comme d'habitude. D'abord, tu évoques les avantages de la crise. Il y a eu à un moment donné Et moi, je me souviens au début du premier confinement, bon, il y avait la peur, c'est évident, on avait peur de mourir, on avait peur de choper cette saloperie, on avait se demandé ce qu'il y aurait encore à manger dans les magasins demain, on ne savait pas du tout. Mais en même temps, s'il y avait quelque chose d'extraordinaire, c'est toi qui dis, Isabelle, que cette crise nous a séparés les uns des autres, je sais pas, nous a confinés et puis nous a séparés. Mais en même temps, moi j'étais frappé par le fait que, à la fois, cette crise nous séparait du point de vue physique, on ne pouvait plus être près les uns des autres, mais nous rapprochait. Moi, combien de téléphones j'ai fait à ce moment-là à des vieux copains que je n'arrivais pas à parler depuis des années, c'était superbe. Et puis la solidarité aussi, tous les soirs à 8h, quand on tapait les casseroles pour remercier les infirmières, c'était magnifique. Bon, c'est des choses que mais alors c'est bizarre. Sont arrêtées. C'est bizarre, justement, non seulement ça s'est arrêté, ça, parce que ça a été une réaction de vivants. Il y a eu la solidarité, on se téléphonait. Et maintenant, c'est comme si ces mécanismes de solidarité qui étaient, disons, adultes, sont devenus un peu infantiles et il y a un grégarisme de l'obéissance, qu'on peut appeler solidarité, mais dans l'obéissance, ou imitation, avec, y compris surveillance des dissidents. Tu vois. Moi, j'ai un ami, je raconte une histoire drôle mais terrible. Un ami plaisantin, nonagénaire, mais qui était dans une boucherie, et puis tout d'un coup, il demande au boucher, patron, caissier, je suis étonné, mais vous avez plus de pangolin? Le pangolin étant donc le supposé vecteur du virus. Et il s'est fait fusiller du regard parce qu'on n'aime pas les dissidents. Et ça, c'est la deuxième phase de la solidarité. Les solidarités qui deviennent des fusions et des mimétismes, c'est quand même terrifiant. C'est un peu ce qui se passe, je trouve. Isabelle? Oui, moi je voulais juste rajouter aussi à ça. Je pense que quand tu évoques cette histoire, il y a tout cet arrière-plan qu'on est en train de vivre. Tu as parlé de solidarité à un moment donné, mais tout ce qu'on est en train de vivre en société maintenant, le temps de l'incertitude, comment on vit cette incertitude? Comment on vit la peur? Comment on vit le rapport à la mort qui a été réveillé avec toutes ces questions, avec ce virus? D'où émergent les théories du complot? Qu'est-ce qui provoque tout ça? Et je trouve qu'il y a peu de temps de recul et de réflexion. Et que ce temps-là, ça pourrait être des missions qu'on donne aux artistes. Dites-nous comment vous voyez ce qui se passe, comment vous ressentez, qu'est-ce qui est en train de se jouer, que ce soit des artistes, des philosophes, des sociologues, mais qu'il y ait ce débat et qu'il y ait un peu des espèces d'espaces d'incubation dans lesquels les gens, vous et moi, enfin tout le monde, on pourrait être aller pêcher des idées, écouter, raisonner des questions qu'on se pose et puis avoir des pistes de réponse, pas des réponses, mais des pistes de réflexion. Et je pense que ce temps-là, il appartient,
cet espace-là, la société, elle devrait en donner mandat aux artistes ou aux intellectuels. Que le gouvernement donne mandat aux artistes d'inventer des nouvelles rues, des nouvelles voies. Et puis évidemment, ça serait de merveilleux. porter un regard sur ce qui se Hein? pose. Tes syndiqués seraient Ben, contents d'avoir du je suis pas sûre d'abord parce qu'à part ça, les artistes n'aiment pas forcément qu'on leur dise ce à quoi ils doivent penser. Donc, Non, mais ils y pensent sûrement. Il y en a plein qui pensent à ça. Non. Bon. Laisse-moi J'invoque mes le émissions. 5e amendement, comme on dit dans D'accord. les séries américaines. J'invoque le 5e. Non, mais à part ça, moi, je pense aussi que s'il y a moins cet élan, y compris dans nos têtes, hein, parce qu'à l'époque, je me rappelle, on avait envie de réfléchir à ce qui pourrait aller mieux après. Et puis maintenant, honnêtement, moi, et y compris les gens avec qui je bosse au quotidien, on est dans une logique de survie. Mais survie, pas parce que j'ai peur de mourir du virus ou de faim, mais parce qu'on essaie juste de tenir jusqu'à la fin de cette vague qui n'en finit plus. On est vraiment dans une machine à laver. Et je pense que ça explique ce que tu décrivais très très bien, Christophe, c'est-à-dire qu'on est à un moment où on est juste en train d'essayer de garder la tête hors de l'eau comme ça le temps que ça s'arrête, et puis on peut même plus penser. Moi, disons, avoir envie de taper sur les casseroles à 8 heures, c'est aussi loin de ma vie. Ça me paraît vraiment être un autre monde, ce moment où bien quand on a trouvé super cool que ça sentait plus les voitures. Moi, j'ai envie d'être au milieu d'un embouteillage sur une place new-yorkaise avec plein de gens. Et donc, je pense que ça, on le paye très fort. Et pour ma part, moi, j'aimerais mieux que si je devais donner un mandat aux artistes, parce que je n'ai pas les moyens ni la possibilité de faire, je leur demanderais de s'interroger sur cette obéissance collective absolue dans le Ben oui, mais pays. ça, c'est un des points. à Mais bien interroger. plus que le complotisme. Parce que tu vois, moi, ce qui Non, mais m'inquiète, c'est c'était pas un tellement exemple. l'émergence de vérités alternatives, c'est que dès qu'on n'est pas complètement dans la ligne, on est complotiste aujourd'hui. Et ça, je trouve qu'on est rentré dans un monde qui, pour ma part, alors c'est ça qui me fait le plus peur, parce qu'il y a cette espèce de passivité. Non, mais c'est même l'obsession de l'asservissement collectif. Ouais. Quoi. C'est un peu grandiloquent ce que je dis, mais ça me rappelle une phrase quand même géniale de Rumat qui a prononcé, salué Václav Havel qui recevait le prix Gottlieb Duttweiler, je crois que c'était 2 ou 3 semaines avant sa mort, et il comparait le destin historique de Havel qui avait été donc emprisonné, dissident, voire torturé, je ne sais pas. Et il disait, vous savez, en Suisse, on n'est pas si éloigné de ce modèle, parce qu'ensuite, le sentiment de liberté pour chacun procède du fait qu'il se sent le geôlier de l'autre. Et c'est exactement ce qui se passe avec mon histoire de pangolin, c'est ça, ce que tu confirmes. Et en effet, si on mandatait des auteurs, des plasticiens sur ce thème-là, ça pourrait être assez rigolo. C'est pas rigolo, mais intéressant. Intéressant. Ce qui serait rigolo, c'est de voir ce que ça serait susceptible de provoquer et d'induire. Alors, là, tu me tends une perche, hein, rigolo, etc. Et il y a un passage de l'intervention de Christophe qui m'intéressait aussi, c'est à propos des mots et du changement de sens qu'on a donné aux mots. Tu parles du mot chaos, du mot catastrophe, etc. Ah oui, les mots originels ou l'étymologie des mots, le chaos, nous, je ne parle pas de la boxe, hein, mais du chaos désordre, qu'on qualifie de désordre, mais au début, c'était presque un état, enfin au début, au temps d'Hésiode en Grèce, donc je crois que c'est le 5e siècle, le mot signifiait cette sorte d'état d'aube où les choses sont incertaines, mais prometteuses, et d'où allaient surgir ou se faire révéler des constructions, des structures, des vivants, des figures. Et la catastrophe aussi, on sait que la catastrophe, c'est ce que c'est qu'une catastrophe dans notre langage, mais avant, ça voulait dire quelque chose aussi, on appelle ça le coup de sac, d'où sort un nouveau jeu. Et c'est quand même intéressant parce que nous, on est resté dans maintenant, ces mots, la signification de ces mots s'est aplatie pour rester dans quelque chose d'assez binaire. Alors, d'une part, on a
on a l'extase ou le flash, enfin toute une catégorie de mots qui signifient la jouissance. Et puis alors des catastrophes pour la chaîne du bonheur, je m'aimerais d'être un peu cynique, mais le caractère prometteur de ce qu'on vit, on le ressent plus. On l'a senti aux deux tiers de ce qu'on a appelé la nouvelle vague, comme dirait Godard aussi, mais cette fois du virus. Quand on a revu des poissons dans les eaux de Venise, on a senti la nature qui revenait. Maintenant, on s'en est foutu de cette nature. Elle peut revenir, ça fait même plus les titres, peut-être qu'elle revient, je suis même pas sûr, mais je pense un peu. Mais je ne crois pas, parce que maintenant on a franchement les embouteillages et les masques, et ça veut dire que si tu vois, en venant ici, j'ai regardé la circulation dans Lausanne, c'est pas super différent qu'avant. Donc on n'a même plus le bénéfice de ce qu'on avait un petit peu au début, où tu avais un peu... Mais c'est sorti de notre tête aussi comme paramètre indispensable à révérer. C'est juste. Alors si je suis venu sur cette histoire de mots, c'est pas innocemment, c'est parce que je voudrais vous parler d'un de mes dadas à propos de changement de signification des mots. Confucius disait quand les mots perdent leur sens, les gens perdent leur liberté. Ah, c'est sûr. Voilà. Et je prétends, moi je suis profondément, par moments furieux, de voir à quel point notre société et notre culture en général est submergée par la culture et par la manière de vivre nord-américaine, c'est-à-dire je pense que toute culture a une langue et toute langue porte une culture. Et je ne sais pas si vous regardez les enseignes des magasins dans Lausanne ou si vous lisez les journaux, à quel point nous sommes envahis par des mots américains. Et à mon avis, ceux qui adoptent ces mots adoptent en même temps la culture, c'est-à-dire adoptent le néolibéralisme, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et moi, ça me fait à la fois, ça me rend furieux et à la fois ça me fait rigoler de voir certains mots qui sont plus de la même signification. Par exemple, pour dire je suis confronté à un défi. On ne dit plus un défi, on dit c'est un challenge. Ça m'énerve. Un challenge, pour moi, quand j'étais petit, c'était une coupe qu'on avait gagnée dans un tournoi de foot. J'entends aussi des gens qui disent ah, moi, je supporte telle équipe de foot. Je supporte Federer. Ça, c'est un germain. Je sais pas. Voilà. Je supporte Federer, je le supporte, il ne me dérange pas, mais ça ne veut pas dire que je le soutiens. Ça, c'est des choses qui m'énervent. Et des choses qui m'énervent aussi, alors là, sérieusement, c'est quand j'ouvre ma radio et que j'entends, excusez-moi si je parle de mon métier, mais que j'entends que le 90% des chansons qu'on entend sont en américain. C'est une attaque contre l'intelligence, c'est Scheder qu'on assassine à chaque fois qu'on entend un truc en américain. Voilà. Je sais pas si bon, pour ma part, je vais au bistrot, j'ai un toubib et j'ai des week-ends. Donc en fait, on a une langue qui est vraiment mélangée de partout. Tu manges des pizzas, tu as un toubib, voilà. Et puis j'ai pas de problème du tout avec le fait qu'on a incorporé aussi des petits bouts de langue anglaise, parce qu'on a des mots qui viennent de partout dans notre langue. Par contre, disons, la prégnance de la culture de masse anglo-saxonne, ça c'est encore autre chose que la langue, même si à part ça, je suis comme toi, je suis une amoureuse de la langue, donc j'aime des fois certaines tournures heurtent mes oreilles. Je ne sais plus quel académicien écrivait il y a quelque temps qu'il rentrait à Paris après un voyage à l'étranger quelque temps, et tout à coup il a eu ses yeux qui sont dessillés, et il s'est rendu compte, il a dit il y a plus d'inscriptions en américain sur les murs de Paris qu'il y en avait en allemand pendant l'occupation. Oui. C'est ça. Alors moi j'aborde dans le sens de ta perception de ce phénomène, il est vrai que l'anglo-saxon est dominant maintenant. Si on prend Swisscom, c'est Suisse et tout.
Alors, ça, c'est une chose. Et puis, l'autre, c'est que ce que tu appelles prégnance de cette langue a à voir avec la perception de notre identité. Ouais. Elle est où? Elle va glisser où? Quand tout d'un coup, on lui demande d'être le contenu d'un habit qui est celui d'une autre langue. Et puis, en plus, quand une langue importée commence à prédominer, en tout cas dans presque tous les domaines de l'économie, le langage d'économie, mais tout, interne, externe, publicitaire, interconnecté, tout ce qu'on veut, ce qui se passe là, c'est que oui, c'est cette identité qui disparaît, quoi, qui s'évapore. Et non seulement c'est la langue qui vient, mais c'est la façon de vivre. Mais oui, c'est la façon de gérer les entreprises. Oui, Demain soir, on va avoir ici Dominique Bourg, qui est professeur à l'Université de Lausanne. Et un de nos camarades s'inquiétait sur le net tout à l'heure en disant est-ce qu'il a l'autorisation de la rectrice Ah oui, c'est la façon de gérer les choses américaines qui nous envahit. Il y a actuellement des problèmes au Conservatoire de Lausanne parce que la nouvelle directrice veut diriger ça de façon américaine, c'est du management, etc. Et les gens sont pas d'accord parce que ça leur convient pas. Donc, à mon avis, c'est... Si on prend une langue, si on dit qu'une langue c'est une espèce, eh ben c'est une atteinte à la biodiversité. Quand une langue, c'est exactement une mise en abîme qu'il faut faire, je trouve, parce qu'elle dit aussi ce qu'on fait à l'environnement. Ouais. Enfin, la dominance de cette langue. Isabelle, tu voulais? Oui, je pense que la question de liberté d'expression qui a été évoquée notamment avec l'université et Dominique, qui était vraiment cité, enfin, en tout cas on a tous compris que c'était lui, et puis ou ce qui était dit par rapport aux scientifiques, par exemple par rapport à la task force, je trouve ça très inquiétant. Et c'est ce genre de choses qu'on ne doit pas accepter, ce bâillonnement. Je change un peu de votre sujet de la langue qui pour moi j'aime assez bien voir sur l'évolution, mais je trouve très inquiétant qu'on arrive à ce genre. Alors je ne sais pas si ça vient des États-Unis, à mon avis la censure, je ne sais pas, c'est assez universel, mais c'est quelque chose dont on doit s'alarmer parce qu'il peut aussi menacer la culture. Les artistes qui vont être un jour, alors celui-ci n'a plus le droit de parler, si un scientifique ne peut pas parler, si un prof, un philosophe ne peut pas parler, Dominique Bourg, il est philosophe. C'est pas possible, on en est où là? Si, j'exagère un tout petit moment, si un chanteur veut passer à la radio romande, il vaut mieux qu'il chante en anglais. Ouais. Ça, c'est dangereux. Mais donc, tu vois, c'est pas le fait qu'il y a des mots anglais dans notre langue, c'est vraiment le fait que la culture anglo-saxonne s'est imposée dans certains. Puis c'est imposé, puis on l'a accepté aussi, on est consentant. Mais c'est-à-dire qu'on s'est senti branché parce qu'il y avait de l'extérieur, puis maintenant tout l'extérieur est à l'intérieur, on fait quoi? Non, mais pas seulement, faut pas. Moi je trouve que c'est une espèce de diabolisation parce que c'est quand même. Dès qu'on voyage, on est quand même très content de parler anglais puis de pouvoir communiquer. Mais quand on voyage. Oui, mais même pour ma part, j'ai plus de peine avec l'imposition du suisse alémanique dans les relations intercantonales où vraiment maintenant tu n'as plus un seul document qui est traduit en français, tu as tout en allemand, seulement en allemand, qu'avec le fait que j'ai dialecte de fif. Parce que c'est vrai que c'est aussi, disons, je comprends que pour des gens dont la langue c'est la vie, presque, le métier, on soit sensible à ça, mais moi je suis aussi plutôt, disons, admirative devant la capacité d'évoluer des langues. On va pas recommencer entre nous le débat sur l'écriture et la capacité d'évolution de la langue, il faudrait se demander à quel point le français se transforme. Et là, il est submergé. Il se transforme, il n'est pas submergé. Moi je crois pas. Mais tu te rends pas compte. Mais il y a une exposition d'artistes à la rue du Simplon, d'artistes locaux, et puis l'affiche c'est
love the earth, donc aimer la terre. Et puis c'est des gens d'ici qui ont bricolé. C'est pas grave, c'est des gens Mais d'ici. c'est ultra grave. Alors, si tu veux, moi, dans le monde de l'art, je suis plus impressionnée par le fait que si tu regardes le monde artistique, il y a encore 80% de Bolomé, 10% de Sanchez Ben, s'il et pouvait- 0% Ben de oui, mais Nguyen. s'il pouvait s'appeler Ben, Eugène Ben, Eugène T. Bolomé à l'anglaise, tu Ouais. vois, il le ferait. oui, mais je Ça m'en serait fous. Ce que cool, je veux mais dire, le- c'est que ce qui est vraiment impressionnant dans le monde de l'art, c'est le fait qu'il y a un taux de reproduction sociale absolument fascinant par rapport au reste de la société. Ça me touche bien plus que le fait qu'il y ait des mots anglais, je dois dire. Mais oui, mais si l'art c'est du Xerox, je reprends mon propos du Voilà. début, ben c'est ben sûr. Non, Ouais, mais alors, je peux te dire, les développe anglo-saxons, ton ils sont idée. plus ouverts de ce côté-là. Mais par exemple, dans les diplômés des Évidemment, hautes écoles, ils sont chez eux. ils sont tous. Non, mais je veux dire, par rapport aux minorités, dans les diplômés des hautes écoles, on sait à part ça, hein, parce que c'est aussi le cas dans d'autres. Il y a des études qui ont été faites en France. En fait, les gens qui deviennent des professionnels de la culture, c'est principalement des gens qui sont déjà nés avec un capital social et culturel élevé. Et puis c'est ce qui fait que quand tu vas en remise des Dans prix les des hautes high school, écoles, dans les ils high s'appellent school, tous tu veux dire. Bolomé, je caricature un peu. Hein. Et puis déjà, quand tout d'un coup, tu as quelqu'un qui a un nom hispanophone, tu dis ouh, la diversité. Et puis je crois que sur les diplômés de la haute école de théâtre, il y a eu une personne d'origine africo-descendante, comme on dit, de toute l'histoire de la. Donc il y a vraiment un taux de reproduction sociale qui est très très fort dans le monde de la culture. Et pour ma part, je trouve ça plus interpellant que le fait qu'on met Earth, je sais pas quoi, sur une exposition. Revenons, revenons sur la Terre. Comment vit de quoi vit un musicien ou un technicien du spectacle actuellement? Comment est-ce qu'on fait? D'abord, il y en a beaucoup ou un qui vivent sculpteur. très mal. Ouais. Ça, il faut reconnaître. Hein. Ça veut dire que pour tous ceux dont Isabelle parlait avant, qui étaient des indépendants, ou disons, qui n'étaient pas principalement salariés, parce qu'ils sont des fois indépendants, des fois salariés, le système qui a été mis en place, bon, ils vivent tous des aides, déjà c'est sûr, il n'y a pratiquement plus personne Il y a qui des vit aides. Il y a des aides. Ouais. Ouais. Alors, il C'est-à-dire, faut c'est aussi dire la combien? vérité, c'est que c'est le seul secteur qui a été aussi massivement soutenu par les pouvoirs publics depuis le début de la crise. Mais c'est aussi le secteur qui a été le plus empêché d'exercer l'activité. Mais si on compare de nouveau en proportion des restaurateurs, l'aide qu'on a eue, il n'y a pas photo. La culture a été beaucoup plus aidée que les autres secteurs qui ont été empêchés. Mais par contre, le problème, c'est que ces aides, alors à la fois, elles sont déjà compliquées et mal calibrées, parce que par exemple, pour reprendre l'exemple des plasticiens, plasticiennes dont parlait Isabelle, l'aide qu'ils peuvent toucher, elle est basée sur leur déclaration fiscale. Mais dans ta déclaration fiscale, tu as déjà soustrait tous tes frais. Tu as un atelier, tu achètes du matériel, tu as un abonnement à une revue, tu achètes ton instrument de musique. Et puis, tu es imposé sur le solde, c'est-à-dire la différence entre tes frais et tes revenus. Mais en fait, comme ils prennent comme critère pour te verser les avances ça, mais tu dois quand même continuer à payer ton loyer, tes ateliers, tes machins. Donc les gens, ils se retrouvent dans une panade absolue pour tous ceux qui étaient indépendants et qui ont ce type de, disons, de situation, justement les plasticiens, plasticiennes, les musiciens, musiciennes. Après, pour les gens qui étaient salariés, un peu dans les institutions, il y a un appauvrissement très très net quand même, parce que comme on le disait avant entre nous, il y a quand même une grosse partie de la population suisse qui a perdu entre 20 et 30% de son revenu maintenant depuis une année. Tous ceux qui sont rachetés, ceux qui touchent des aides comme ça. Et comme c'était déjà pas des hauts revenus. Puis disons, il y a une grosse tristesse, alors deux tristesses. Une dont parlait Isabelle, c'est-à-dire le fait que, par exemple, il a fallu des mois pour que Berset, ministre de la Culture, je sais qu'il est ministre de la Santé, mais il est aussi ministre de la Culture, prononce le mot culture. Donc les gens, ils ont été très blessés. Aussi du fait qu'on est non essentiel, etc. Ça, c'est vrai qu'il y a eu une espèce, puis un silence total et absolu. C'est-à-dire que de temps en temps, maintenant, dans les conférences de presse où ils annoncent la non-ouverture, il y a tout d'un coup un journaliste qui dit, je sais pas quoi, la culture, puis Berset dit, ah oui. Donc, on a vraiment eu le sentiment qu'on était. Tout d'un coup, on voyait à quel niveau on était réellement dans la tête. Et ça, c'est une énorme blessure. Puis le fait de plus avoir de projet, quoi, parce que c'est vrai que les artistes, de façon générale, ils ne créent pas pour le plaisir de créer, ils créent pour cette rencontre avec le public, les échanges. Ils pourraient créer par nécessité intérieure. Oui, mais il leur manque quand même ce moment où cette nécessité, voilà, comme tu disais, ouais.
Puis comment ça va se passer à la reprise, à l'ouverture en guillemets, parce qu'il va y avoir des embouteillages. Donc les projets qui ont déjà été programmés pour 2021, voire 2022, puis tous ceux qui sont en attente, bon, il va y avoir une pléthore d'offres, et puis comment faire passer tout ça, ça va être vraiment des gros problèmes. Ouais. Des projets qui vont passer à la trappe, certains qui vont durer peu de temps, ou comment? Ça, c'est un gros problème. Ouais. Puis alors, qui renvoie à cette question où on n'était pas tout à fait d'accord, parce que si l'art, c'est vraiment cette capacité des artistes à nous questionner notre réel, de nous faire penser à autre chose, je m'interroge sur le fait que tout le monde veuille à tout prix maintenir des projets qui ont été pensés en 18-19, créés en 20, et qui Ouais. donc, a priori, sont pas tellement en train de questionner le réel qu'on a traversé collectivement tous pendant une année. Parce que si vraiment l'art, c'est ce truc qui est si essentiel, qui nous permet justement d'avoir un autre regard, ben on devrait dire du passé, faisons table rase. Non, non, Et non. puis, non, mais je veux dire, tu vois, pourquoi s'accrocher tellement, en dehors qu'individuellement, je comprends qu'ils aient tous envie que le projet sur lequel ils ont tellement bossé, mais collectivement, on devrait se dire, est-ce qu'on fait pas mieux? Parce qu'aujourd'hui, les gens qui sont en train de créer, dans le domaine des arts vivants, quand ils prennent contact avec un lieu, on leur dit, le première date, c'est 23. Oui, mais attends, alors le problème que tu soulèves, c'est celui justement de la chronique, puisqu'on parle, je parlais tout à l'heure Oui. de mon boulot. La chronique, c'est de prendre une anecdote ponctuelle, finie dans le temps même bref, pour essayer d'en tirer une méditation, c'est un peu grandiloquent, mais enfin une sorte d'enseignement durable. Et l'art, il est ça. Quand on voit même l'arrivée de la gare, du train dans la gare, le premier film de Schwarzenegger, on sait que ça inaugure un nouvel art, mais il y a une émotion qui passe en Oui. fonction de ça, ça dure. Donc, si des artistes font des projets en 2019, puis qui sont montrés en 2023, si c'est de bons projets, Ça peut ils toujours sont avoir du sens, je parfaitement suis d'accord. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que la question que soulève Isabelle, celle des embouteillages, elle est extrêmement importante parce que quand on veut maintenir tous ceux qui avaient été créés, on ne laisse pas la place à la possibilité de créer aujourd'hui pour réfléchir à ce qu'on a. Ah, il y C'est aura- plutôt celle du trop, entre guillemets, que du fait que les autres sont forcément décalés. Tu as raison, il y en a peut-être plein qui sont. il y aura une petite sélection, mes chéris. Est-ce que l'art va se transformer suite à cette pandémie? D'abord, est-ce que l'art va se transformer? Est-ce que l'art va réussir à transformer la société? Vaste problème. C'est-à-dire que l'art, en tout cas là, il a des motifs d'interrogation ou de méditation active quand même qui ont été offerts. Justement, on parlait tout à l'heure peut-être du goût de l'obéissance collective. C'est tout d'un. Alors, on connaît ça, c'est dans l'humanité depuis des siècles, et tout d'un coup, on l'a là comme une sorte d'événement ponctuel sous le nez. Et ce serait génial que des artistes se saisissent de ça pour traiter ce thème. Et il y en a d'autres. Il y a justement la résurrection momentanée de la nature qui est quand même toujours là. Il y a l'enclenchement de la pandémie qui vient du fait qu'on massacre l'animalité, qu'on bouffe, qu'on détruit les animaux sauvages qui sont des vecteurs viraux, qu'on cultive des bœufs pour les bouffer. Je cultive des bœufs par milliards de tonnes, et puis que ça nous arrive sur la figure parce qu'on est en train d'organiser cette pandémie. C'est un sujet nouveau pour les artistes. Enfin, disons, il est spectaculaire, il est du moment, il est d'une ampleur planétaire. S'ils ne font pas ça, ben, ils sont à côté de la plaque. Isabelle, Moi, je voulais rajouter une troisième question. Est-ce que la société va changer son regard par rapport à ces artistes et son positionnement par rapport aux artistes? Est-ce qu'elle va se rappeler qu'elle a des artistes, puisque l'accès a mis assez long et par lui à s'en rendre compte ou à les nommer? Est-ce que tout d'un coup on va se dire on a besoin des artistes, et puis est-ce que la société va décider de leur donner une place? Parce qu'il y a la part qui incombe aux artistes, ça c'est sûr, mais il y a la part
des dirigeants et des programmateurs. Est-ce que dans un débat politique infrarouge, peu importe, ou forum sur nos antennes, est-ce qu'on invite des artistes pour parler des mêmes questions qu'on pose aux politiciens? C'est Oui, une mais- chose que tu soulèves, Anne, d'ailleurs, dans ton texte, c'est il faut donner la parole aux professionnels. Voilà. Quand on parle d'art, Mais pas seulement pour parler d'art, pour Oui, parler du monde, quand tu parlais de la général, question oui, de oui, oui. l'obéissance, ou tous les débats thématiques qu'il peut y avoir, les artistes doivent être là. Bon, Oui, ils mais- peuvent oui. être, on devrait plus penser à eux, je suis d'accord, mais ce serait aussi une erreur de réifier, de mon point de vue, une espèce de catégorie, les artistes qui auraient tous quelque chose à dire Non, sur mais je suis notre monde. d'accord. Non, Parce que vraiment, oui, il y a à oui, boire et à d'accord, manger. Il y hein. en a qui n'ont rien à Et dire. puis il y en a qui n'ont Il y pas en a qui ont envie, rien à et dire. qui ont pas... il y en a Oui. qui sont super bons dans leur domaine, qui ont peut-être un talent artistique gigantesque, mais qui n'ont rien à dire sur notre Non, monde. mais ça, je suis d'accord. Oui, Ça, mais c'est évident. Il n'y en a que quelques-uns qui utilisent le médium de la parole. Enfin, c'est pas forcément Non. le médium de la parole qui est le moyen qu'ils utilisent, mais il y en a. Et puis, on peut aussi, dans un débat, montrer une œuvre. Et oui, Oui, ça c'est différent. Alors c'est la place de l'art plus que de l'artiste, disons. Le fait qu'on pense plus à utiliser l'art qui questionne, comme tu Ah dis, oui. que ça puisse être aussi utilisé. Mais je pense que pour répondre à ta question, la culture, elle se réinvente tout le temps. D'abord, il n'y a pas la culture, les Ah ouais. cultures se réinventent tout le temps. Et pas sur injonction de l'Office fédéral de la culture ou de Pro Helvetia qui Ouais, leur ouais. dit il est temps désormais de vous réinventer et en plus on va vous dire comment, c'est grâce au numérique, donc non, ça c'est d'une ça débilité. tombe bien. Puis en plus, Mais- ce qu'il y a de focus, c'est que ça fait des années qu'ils misaient tout sur le numérique, et puis tout d'un coup, il y a oups, la pandémie, puis bon, on y va, tout le monde se Non, transforme. mais ce qu'on peut aussi dire, c'est que là, tu fais le tableau d'une société qui donne de la place aux artistes. Mais non d'un pétard, c'est à eux d'inventer leur manière de faire irruption dans une société qui roupille, qui fait son fric, qui pense à faire redécoller EasyJet, etc. C'est aussi. Alors, il y a peut-être ce qui préside à ce que tu disais, peut-être, c'est qu'en fait, ils attendent d'être invités. Alors qu'ils doivent faire irruption. Oui, mais Voilà. un programmateur, il doit penser à inviter. Il se dit, ben, est-ce qu'il y a Enfin, un évidemment. artiste Oui, mais si il c'est un pense bon pas. programmateur, il le fait. Sinon, Mais Oui, regarde oui, les théâtres c'est en possible. France. Par exemple, je prends cet exemple puisqu'on parlait d'obéissance aussi. En France, nos camarades syndiqués, mes camarades, c'est-à-dire mes collègues français, la SFA-CGT, qui sont mes équivalents français, ils occupent les théâtres avec des intermittents du spectacle et ce qu'ils appellent les intermittents de l'emploi, c'est-à-dire les précaires. Ils ont fait une espèce d'union, ils accueillent dans les théâtres, en laissant les équipes travailler, des précaires aussi. Alors maintenant, Roselyne Bachelot craint Les la malades. gilet, oui, la pauvre, la gilet jaunisation du mouvement. Mais donc, c'est pour dire que là-bas, une partie d'entre eux, mais c'est quand même un syndicat officiel, c'est comme si mon syndicat disait on occupe les théâtres. Ouais. Eh bien, on en est pas je vais là. faire un scoop. On n'en est pas là du tout. On n'occupe même pas les locaux du syndicat. Donc c'est pour vous dire, il y a quand même, je pense aussi par rapport à ce que tu disais, Ouais, ouais. il faut aussi qu'ils la prennent. Il faut cette qu'ils se place. saisissent d'eux-mêmes comme tels. Ouais. Et puis Ouais. qu'ils la revendiquent. Parce que par exemple, Estelle Reva, qui a beaucoup agacé certaines personnes, hein, parce qu'elle a pris beaucoup de place et de lumière dans son combat pour les... Mais elle l'a prise. Elle n'a pas demandé la permission. aux associations, etc. Et les artistes, dans le fond, ils utilisent peu, par exemple dans cette crise, ou bien après j'arrête de batailler, mais quand je vais aux réunions internationales des artistes, mes camarades anglo-saxons, ils ont avec eux, genre que tu vas aux réunions, t'as tous les mecs qui arrivent, tu reconnais les feuilletons américains, t'as le mec qui jouait le sorcier dans Harry Potter, ils sont tous là, et puis ils ont tous des t-shirts où il y a écrit I'm a proud member of, donc je suis un fier membre du syndicat suisse romand du spectacle, tu vois. Bah chez nous, tu peux attendre aussi que les mecs qui sont des stars, même à notre niveau, hein, les mecs qui sont connus, ils se battent pour l'association de tout le monde. Plus rien du tout, donc ça veut dire qu'il manque aussi cette culture. Alors je vais dire un anglicisme, de step in. Tu mets le pied. D'irruption. Step in, s'il y a plus qu'irruption, il y a le côté volontaire. Tu mets le pied dans la porte, tu dis. Ouais, mais irruption, ça Voilà, la fait alors sauter. irruption, voilà. Mais il manque cette culture-là aussi un peu chez Et nous, puis, qui a t'as plus l'impression, sur d'autres. mais ça a évolué ça a émergé peut-être un peu avec la crise actuelle.
Non, je crois pas. Non. Ce qui a émergé vraiment, c'est que des gens prennent la parole pour les artistes, mais si tu regardes dans nos associations, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui prennent, qui sont au C'est front. intéressant ça. Ouais, tu disais, Anne, que Mhm. tous les artistes n'ont pas envie de s'exprimer, ou ils n'ont peut-être pas des choses Ouais. importantes. Moi, je retire encore la couverture à moi et à ma corporation. Tire-la, ça me réchauffe. Mon ami Sark Loret a écrit une superbe chanson qui s'intitule « Tous les chanteurs sont des crétins ». Et je ne suis pas loin d'être d'accord avec lui. En plus, certains parlent anglais. Autre chose, on va bientôt s'arrêter, je crois. Moi, on parlait d'irruption, tu parlais d'irruption de la nature, c'est une chose qui m'a frappé au premier confinement, les premiers jours. On sortait, parce que je sortais quand même dans les rues du village, il n'y avait pas un chat, pas un humain, mais par contre, il y avait les oiseaux qui chantaient, il y avait les fleurs, c'était extraordinaire. On se rendait compte qu'on n'est pas les maîtres du monde, les maîtres de la terre, et puis qu'il y a tout un monde autour de nous qui est important. Oui, et puis C'est ce qui génial, ça. s'appelle la normalité les avait complètement étouffés. Ben voilà, Ouais. tout à fait. Bon, peut-être si on a un peu d'espoir, parce qu'on s'interrogeait aussi sur ce qui fait que pendant le premier confinement, on était plus plein d'espoir, mais c'est aussi que le premier confinement, il avait lieu en avril, puis qu'on C'était était le au printemps, printemps. ben voilà, mais il y avait ça Peut-être que aussi. dans une semaine, on ne tiendrait pas le même Oui. discours qu'aujourd'hui, parce qu'on se repromènerait, peut-être, hein, Ouais. j'espère, on se repromènerait un peu dans les rues de nos bleds ou de nos villes, puis qu'on sentirait de nouveau l'odeur Voilà, des fleurs, des etc. fleurs. C'est On vrai va que faire- là, avoir à la fois le confinement qui n'en finit plus et Ouais. l'hiver, Ouais. ça faisait peut-être beaucoup. Je propose qu'on fasse un tour de table, et puis que si on a oublié des choses essentielles, c'est le moment ou jamais de les exprimer. Voilà. J'avais pensé aussi, pendant que vous réfléchissez à ce que vous allez dire, parce que c'est le moment crucial de la soirée, c'est maintenant qu'on va dire qu'on va changer le monde, enfin. J'avais pensé vous proposer à propos de culture, de faire le coup de l'île, si on devait partir sur une île déserte, quelle œuvre culturelle est-ce qu'on emporterait? Voilà, moi j'avais pensé, je me disais, j'allais emporter Drôle de drame, le film. J'allais emporter La Belle Hélène, parce qu'il faut rire aussi. Et puis j'allais emporter Kazantzakis et Aragon. Ça fait beaucoup, t'as un gros sac. J'ai l'intention de vivre encore longtemps sur mon île déserte. Ouais, c'est bien. Pour moi, c'est facile, parce que pour ceux qui me connaissent, moi, bien sûr, je prendrais la Pléiade de Camus et de Duras, parce que c'est vraiment mes livres de mes compagnons de vie depuis tellement longtemps, les deux. Donc, je pense que c'est ça. Et puis, alors, pour un film, c'est plus difficile. Mais peut-être tu m'as donné envie, peut-être Les Enfants du Paradis. Ah, voilà aussi. Ouais. Bah oui, bah ouais. Christophe? Je regarderai l'île, je prendrai rien du tout. J'essayerais de regarder une forêt, je me dirais, tiens, si, je parlais de Godard, s'il il remontait la forêt comme ça me délivrerait quel message poétique, puis je dériverais vers peut-être une œuvre que j'aurais en mémoire, mais je n'en prendrais aucune. Je tâcherais de faire revivre toutes celles que j'ai vaguement effleurées pour les mettre en résonance avec ce que je vois et ce que je regarde pousser et les saisons qui passent, y compris le temps qui passe pour moi. Puis nous, on dirait ouf. Et tu guetterais sur la plage si tu ne vois pas un jour des traces de pas? Non. Non, Non. ils seraient heureux. De tortue. Isabelle? Franchement, je sais pas trop. Moi, j'aurais plutôt tendance à être comme Christophe parce que je sais pas trop quoi choisir. Puis maintenant, je suis imprégnée dans le livre que je lis actuellement de Richard Powers sur l'arbre monde. Et puis, je trouve que Sur quoi? J'ai pas compris. l'arbre monde. L'arbre monde. Je trouve que tout est dans l'arbre, enfin, dans cette nature. Je prendrais en tout cas du papier et un crayon. Puis, pour le land art, il n'y a même besoin de rien. Et puis,
Bon, je m'en mettrais sans le Requiem de Mozart, mais Ah ouais. voilà. Oui, mais on l'a. Peut-être que le Ouais, bruit de mais la ça fait mer, rien. ça ferait. Ouais. Voilà. Non, moi, je suis pas contemplative, je reconnais. J'ai beaucoup Non, mais d'admiration c'est pour les tout sauf de la contemplatifs, contemplation. mais moi, C'est de la. Alors, ça, c'est une belle chute pour les. C'est la mise en œuvre des œuvres. Oui. C'est comme ça que ça se passe. mais voilà. Mais voilà. C'est ultra actif, c'est beaucoup plus. Moi, j'aime autant être contemplatif que consommateur. Eh bien, pour terminer ces notes catastrophiques, j'aime mieux consommer qu'être contemplatif. Et je ne serai plus jamais invitée à aucune émission de gauche. Si. Ben, moi, je dirais, il faut l'apprendre. Donc, Mais changeons le monde. C'est une belle question, je trouve, pour Ouais. finir, ce que tu as posé. C'est une belle, Sur l'île. Ouais. L'île, c'est une belle question. Mais en tout cas, qu'est-ce qui nous manque le plus? Parce qu'au-delà de cette question, il y a ce qui nous manquerait le plus. Moi, parce qu'on est quand même dans un état de disette, alors pas culturel au sens large, puisqu'on peut lire, on peut. Mais pour ma part, je pleure chaque fois que j'entends le mot concert. C'est-à-dire que j'ai des larmes qui viennent à l'idée de ce moment où on était dans une salle, ça puait la sueur. À l'époque, on pouvait même encore fumer, et c'était encore mieux, franchement. Il y avait l'odeur de la bière. Par exemple, tu te rappelles la Dolce Vita il y a très longtemps, tout le monde était serré, ça puait, on avait chaud, tu avais les cheveux qui collaient un peu. Et bien, ce moment où on était tous ensemble dans une salle, ça me manque encore plus que le théâtre, plus que l'art lyrique, plus que. C'est vraiment pour moi, si ça doit rester, c'est ce manque-là. Oui, mais c'est ta Madeleine. Ça. Pas seulement parce que Non, j'y mais vais c'est encore pas des le- fois, même que je pogote moins, mais. Moi, ce qui me manque, c'est de pouvoir faire des projets. Ouais. Des projets de voyage, de se dire, ben, voilà, ça, Ouais. c'est ça qui me manque. De ne pas voir la lumière au bout du tunnel, Ouais, justement, d'être c'est quoi, englué de dans dire que ce- c'est ouais. le train qui arrive en face. Voilà, est-ce qu'on a encore quelque chose de très important à dire aux innombrables téléspectateurs et amis qui nous ont suivis? Eh ben, merci de nous avoir suivis. Voilà, merci de nous avoir écoutés. Et on y croit. On va changer, Ouais, c'est sûr. on y Ouais. croit quand même. Ouais. C'est long, Oui. c'est dur, Alors, mais on y croit. c'est bien. Merci, Michel. Alors, je vous rappelle qu'il y a ces deux bouquins qui sont sortis, qui sont magnifiques, l'un comme l'autre, et que demain soir, il y aura Perspective pour demain, animé par Luc Recordon, avec Libero Zuppiroli, Alexandre Jolien, le magnifique philosophe, et puis Dominique Bourg. Voilà. Merci.